Les exposants rivalisent d'ingéniosité pour utiliser les toutes dernières techniques de projection visuelle. À cet égard, ce sont les frères Lumière qui vont séduire le monde entier pendant cette exposition. Ils ont inventé le cinéma 5 ans auparavant, en 1895, en projetant ces petites scénettes de vie quotidienne. Mais jusque-là, le cinéma est relégué à une animation de fête foraine. L'exposition universelle marque un tournant dans l'histoire du 7e art. Le cinéma est une invention française. On va l'exposer de manière magistrale au cours de l'exposition de 1900. On propose alors aux frères Lumière de relever un défi hors du commun pour l'époque. En 1899, l'organisateur de l'exposition demande à Louis Lumière, lui passe carrément commande d'un spectacle tout à fait spécial. Il veut des projections géantes telles qu'on n'en a jamais vues. Un écran géant permettra à un maximum de monde de pouvoir profiter de ces films. Louis Lumière, au départ, voulait faire ces projections géantes sous la Tour Eiffel. Et donc c'était encore plus grand et ça aurait été encore plus génial, sauf que le vent sous la Tour Eiffel ne pouvait pas permettre la projection sur une toile blanche, ça aurait été une folie, quoi. Donc il s'est rabattu dans la fameuse Galerie des Machines. Une partie de cette Galerie des Machines est aménagée en salle des fêtes qui peut accueillir 15 000 spectateurs. Louis Lumière veut tendre un immense écran de 400 mètres carrés à l'intérieur, mais il faut que l'écran soit humecté régulièrement d'eau pour bien qu'il soit transparent, parce qu'il veut que les projections soient vues recto verso. Donc il y a un énorme bassin rempli d'eau qui permet d'humidifier l'écran. Chaque jour, il faut baisser l'écran, il faut le remonter, etc. Enfin, c'est une machinerie extraordinaire. Et quand les spectateurs contemplent cet écran géant, ils se découvrent sur les images. Louis Lumière a quand même montré aussi des vues même de l'exposition, qui ont été tournées quelques jours avant. On voyait notamment les fameux trottoirs roulants, et on voyait que les gens étaient tellement captivés par la caméra qui était en train de fonctionner, en train de les filmer, parfois ils étaient un peu en déséquilibre, ou bien ils s'amusaient un peu devant, etc. Il y avait une sorte de mise en abîme comme ça de l'exposition, dans l'exposition, qui était très intéressant, en tout cas pour le public. Et c'est sans doute pour ça d'ailleurs que le spectacle a eu tant de succès. Ça a été un triomphe inouï. Au total, ces projections attirent près d'1,5 million de spectateurs pendant les 7 mois que dure l'exposition. Un tournant dans l'histoire du cinéma officiellement reconnu comme un art à part entière. Paris est la capitale qui propose le plus de films au monde, sur 420 écrans. D'autres inventeurs tentent de rivaliser avec l'exploit des frères Lumière. Dans le Phono Cinéma-Théâtre, le public assiste pour la première fois à des projections où le son est synchronisé. Les ballets colorés de Loïc Fuller hypnotisent aussi le public et annoncent la danse contemporaine. Enfin, le cinéorama plonge le spectateur dans un voyage immersif. Le cinéorama, c'est une entreprise totalement folle, réalisée par quelqu'un de totalement fou, qui s'appelait Raoul Grémin-Samson. Donc il va concevoir une sorte de bâti gigantesque en bois où il met 10 caméras côte à côte sur un plateau. Et ces 10 caméras vont fonctionner en synchronisme, parce qu'il n'y aura qu'une seule manivelle, qu'un seul axe pour entraîner les 10 mécanismes de ces 10 machines en même temps. Et ces mêmes machines vont servir aussi de projecteurs. Donc il met cette espèce de dispositif extraordinaire dans une nacelle, et à un moment donné, il s'élève en ballon et il fait des films avec. Les spectateurs sont censés admirer un voyage en ballon comme s'ils se trouvaient à l'intérieur de la nacelle. Mais les problèmes techniques s'accumulent et les séances sont interrompues. Grémin-Samson apparemment, il n'a pu faire qu'une seule projection. L'exposition universelle représente le lieu où l'on veut marquer son temps et les générations futures. Le lieu où la grande histoire s'écrit devant le monde entier. Et elle rencontre un immense succès. Elle bat en nombre d'entrées toutes les expositions précédentes. Au total, 51 millions de visiteurs sont venus s'y promener. C'est un record. Et surtout, il faudra attendre 1970 pour que ce record soit battu par les Japonais à Osaka. Donc c'est extraordinaire, 50 millions de visiteurs en 1900 avec les moyens du bord. Ce succès dépasse tous les espoirs des organisateurs.
Et pourtant, après 7 mois de festivités, il faut bien se résoudre à clore l'événement. Le 12 novembre 1900, l'exposition ferme officiellement ses portes. Si la plupart des bâtiments sont détruits, certains vont connaître immédiatement une seconde vie. Le Palais des Illusions séduit le président du musée Grévin, qui le rebaptise Palais des Mirages. Dès 1902, le Petit Palais devient le Palais des Beaux-Arts de la ville de Paris pour accueillir une collection permanente d'œuvres allant de l'Antiquité à la fin du XIXe siècle. Le Grand Palais se transforme au gré des événements culturels. Dès 1901, il accueille de célèbres concours hippiques ou encore le Salon de l'automobile et de l'aviation. C'est ici qu'il y a eu le salon d'automne, le fauvisme, le cubisme, de grandes révolutions, du point de vue de la création contemporaine. Aujourd'hui encore, ces monuments s'adaptent aux ambitions de leur époque. Le Grand Palais entame justement une rénovation ambitieuse qui l'oblige à fermer ses portes pendant plusieurs années. En vue de ces travaux, les architectes ont reconstitué le Grand Palais en 3D tel qu'il a été construit en 1900. Quand on modélise, c'est qu'on reconstruit le bâtiment à l'envers. Nous, on s'est remis dans la position des constructeurs. On découvre le très haut niveau technique des constructeurs. On découvre leur sensibilité incroyable sur les détails, sur des choses qu'on voit pas, mais qui sont très importantes pour l'ambiance. Les architectes d'aujourd'hui modernisent ces bâtiments exceptionnels tout en respectant les intentions des constructeurs d'hier. Une façon de faire évoluer le lieu sans le dénaturer. En 1900, l'exposition universelle organisée par la France marque un tournant en annonçant le XXe siècle. À cette époque, la capitale française est à l'apogée de son rayonnement. Paris s'affirme encore davantage comme centre du monde. C'est le nombril culturel, scientifique, technologique. Ainsi, l'exposition incarne la promesse de tous les possibles. Elle est associée à quelques décennies de paix que le vieux continent n'avait pas connu depuis fort longtemps. Puis aussi, surtout, cette confiance dans le progrès, dans le génie humain comme capable de pousser les frontières du progrès pour satisfaire encore une fois le bien-être des populations. Et même si 14 ans plus tard, la Première Guerre mondiale brise cette utopie de paix, les constructions édifiées pour l'exposition se retrouvent mêlées à la grande histoire, comme lorsque le Grand Palais se transforme en hôpital militaire ou lorsque la ville est occupée en 1940. Plus d'un siècle plus tard, le Petit et le Grand Palais, le pont Alexandre III, le musée d'Orsay, le métro font toujours partie des emblèmes incontournables de la capitale française.